Bonjour à tous, c'est Camille Miansoni, procureur de la République et notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'il est très difficile de vous avoir en émission. Ça fait plus d'un mois qu'on essaye de caler cette émission. Est-ce que vous fuyez les médias? Absolument pas. Vous savez, je suis rentré de vacances à la fin du mois d'août. Il faut préparer l'audience solennelle qui a eu lieu le 24 septembre dernier pour installer de nouveaux magistrats qu'il faut accueillir. Il y a une session d'assises qui vient à peine de se terminer, vendredi dernier. Il y a une série d'affaires importantes qu'il fallait traiter. Et puis surtout, préparer l'arrivée de mon successeur, c'est-à-dire clôturer des dossiers, lui ouvrir la possibilité de s'installer dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que l'agenda est souvent chargé. Et pour tout vous dire, mon agenda n'est jamais précis parce que en sortant de chez vous, tout à l'heure, je ne sais pas ce qui va arriver. L'agenda d'un procureur est jamais fixé à l'avance. Et donc, pour toutes ces difficultés, il a fallu attendre un peu. Et je pense que c'était le bon moment maintenant de venir m'entretenir avec vous, à votre invitation. Et je suis heureux d'être là. Ça veut dire que vous êtes toujours procureur de la République à Mayotte. Alors, je suis toujours procureur de la République de Mamoudzou jusqu'au 30 novembre. Et mon successeur devra être installé vraisemblablement le 1er décembre 2020, c'est-à-dire date à laquelle je serai moi-même installé procureur de la République de Brest. Et donc, je prépare sa transition. Alors, vous savez, la nomination d'un procureur, c'est un processus. Il y a une proposition, d'abord, une validation par le Conseil supérieur de la magistrature. On doit passer un entretien devant plus d'une quinzaine de personnes. Puis ensuite, la nomination effective par décret du président de la République. Et mon collègue est dans ce processus-là. Je crois savoir qu'il a passé son entretien la semaine dernière. On attend l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas seulement une formalité. Il peut y avoir encore un peu de difficultés. Et après la validation, l'avis qui sera donné, il pourra être nommé. Et après vous pourrez l'accueillir ici, j'imagine, avec beaucoup d'allégresse et de sympathie. Alors donc, à la fin de l'année, vous ne serez plus à Mayotte, vous serez en fonction à Brest. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience ici à Mayotte? Quels ont été les points forts qui vous ont marqué durant ces 3 ans et demi, peut-être 4 même? Presque 4. Presque 4. Presque 4. Alors, il faut dire que la justice de droit commun à Mayotte est une justice jeune. C'est depuis 2011 que le tribunal est devenu tribunal de grande instance, puis tribunal judiciaire depuis janvier dernier. C'est donc une justice jeune. C'est une institution jeune qui est en construction. Comme toutes les institutions, on fera le bilan l'année prochaine des 10 ans du département. On sait que c'est un processus. Et dans ce processus de construction de la justice de droit commun, il y a encore beaucoup de choses à faire. Des choses sur le plan organisationnel, des choses sur le plan de la compréhension de ce qu'est la justice et du phasage qui doit exister entre la société et la justice. Donc c'est d'abord vraiment un processus qui n'est pas abouti, qui n'est pas achevé. La jeunesse tient aussi à la jeunesse de ses personnels. La plupart des personnes qui travaillent à Mayotte comme magistrats, mais aussi comme fonctionnaires ou greffiers, ce sont des personnes qui sortent de l'école. Donc il y a une jeunesse. Et avec cette jeunesse-là, il faut rendre la justice au quotidien. Ça se fait tous les jours, des procès sont tenus, des couples sont divorcés, des procès pénaux sont tenus, bref, des contentieux civils sont tranchés. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est d'abord donc cette jeunesse-là et la difficulté, qui n'est pas propre à Mayotte, la difficulté de faire comprendre ce que sont les processus judiciaires. Ce n'est pas propre à Mayotte. Partout, vous entendez, qu'est-ce que c'est? Tout simplement parce que la justice a un langage un peu compliqué, qui ne correspond pas toujours à la perception que le citoyen ordinaire peut avoir des réalités. Et donc, ce que je retiens, c'est cette jeunesse de la justice, la volonté d'avancer vers un état de droit. Je pense que tout le monde y est attaché. Le processus de départementalisation lui-même participe de la volonté des populations. C'est pas discuté. Les populations veulent un droit commun et ce droit commun se construit avec eux. Je retiens aussi qu'il y a une exaspération de la population.
Elle Par est là. rapport à quoi, selon vous, cette exaspération? L'exaspération par rapport à la situation sécuritaire. C'est visible, c'est palpable. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas nouveau. Mhm. C'est pas nouveau. Moi, j'ai eu le temps de regarder tout ce qui est écrit depuis les années 2000. J'étais stupéfait de voir que en 2008, 2009, en 2011, en 2016, il y a une succession de crises et à chaque fois on dit on a atteint le sommet. Et à chaque fois, je me souviens de ce père de famille tué en 2016 là, à Kawini, il y a des gens qui sont descendus dans la rue en disant c'est pas possible. Devant son fils de 10 ans, devant sa femme, on a atteint le sommet. En 2012, un élève est tué au lycée de Bamana. Voilà. C'est un scandale. Donc, il y a une exaspération par accumulation des choses, malgré les efforts de l'État, des moyens qui sont mis, malgré le travail de la justice, et on n'est pas encore parvenu à avoir une stabilité. On l'a perçu un peu en 2018, 2019 surtout. Il y a eu une stabilité un peu, il y avait le sentiment que les choses allaient un peu mieux, pas achevées bien sûr. Donc je retiens cette volonté de la population de vivre paisiblement, une volonté qui s'exprime parfois rudement, une volonté du territoire d'avancer, un ancrage dans la République, et dans cet ancrage-là, une volonté d'avoir une justice qui dise le droit commun, le droit pour tout le monde, et même s'il y a encore Mhm. un décalage entre ce que nous faisons et ce qui est perçu. Il y a quand même des magistrats qui deviennent une espèce de thermomètre, des magistrats qui ils reflètent quelque part aussi, hein, cette justice. On a eu, avant vous, il y a eu M. Faisandier, qui a eu l'affaire Roukia. Là aussi, ça a été énorme. Il y a eu des inscriptions ici, justice coloniale, justice, etc., etc. Il y a vous, euh, oui, il fait venir des Africains, etc., etc. Il y a eu avant, et c'est un autre magistrat, c'était pas un procureur, c'était le juge Karki, il y a Karki, eu... etc. Il y a toujours un magistrat qui devient. Est-ce que ça se passe de la même manière ailleurs, selon votre expérience? Alors, je n'ai pas souvenir Hmm. d'autres territoires où la figure d'un magistrat en particulier est montrée comme symbole de dysfonctionnement. Ça arrive, des situations parfois compliquées, mais tout n'est pas sur le même plan. Vous citez des magistrats qui ont eu, alors soit dans la gestion d'un dossier, faire un cas que je ne connais pas, mais dont tout le monde parle, c'est un dossier en particulier, on peut discuter de la façon dont ça a été jugé. Vous faites allusion à un juge qui a été mis en cause pénalement pour une affaire précise, et ma modeste personne qui est évoquée simplement parce que j'ai une origine qui fait penser à certains, parce que je viens de là. Alors avant moi, il y avait des Africains à Mayotte. Enfin, j'imagine. Mhm. Et je ne doute pas qu'après moi, il y en aura encore. Et je n'ai aucun rôle, évidemment, ma fonction ne me destine pas à jouer un rôle dans ce genre de processus. Tout cela est jugé, vous laissez la justice faire, on verra bien ce qu'il en sortira. Mais je crois que tout n'est pas sur le même plan. Voilà. Est-ce que les affaires traitées au tribunal, finalement, reflètent la société mahoraise? Du coup, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, être alerte par rapport à cela Et surtout, quand on fait face à la justice, c'est parce que quelque part, il y a un échec. La justice arrive en bout de processus. Voilà, c'est ça. Mhm. La justice est saisie parce que d'autres choses n'ont pas fonctionné. On va divorcer parce que le couple a cessé de s'entendre. On va discuter d'un bout de terrain parce que les conditions de partage ne sont pas acceptées par tout le monde. On va voir le juge du travail parce que le licenciement est jugé inacceptable, etc. Donc, on va devant le juge pénal parce que quelqu'un a franchi une ligne rouge. Donc, nous arrivons, nous, en bout de fil. Et ce que nous avons, nous, à trancher, ce sont les conséquences de cet échec qui est en amont. Et la façon dont on traite, c'est à la fois pour apaiser la situation immédiate, pour essayer de faire en sorte, en matière pénale notamment, que les gens puissent en tirer les conséquences pour l'avenir, et parfois accompagner ceux qui ont été impliqués dans ces faits pour les amener à ne pas réitérer ces faits.
Et c'est vrai, vous avez raison, c'est-à-dire que la justice, elle n'est pas au début. Elle arrive en bout de chaîne, et malheureusement, bien souvent, trop tard. Parce que quand un bras a été coupé, qu'un œil a été crevé ou que quelqu'un est décédé, aucune décision de justice ne peut le réparer. Aucune. Donc, nous avons un travail collectivement à faire avant que cela n'arrive. Et ça, ce n'est pas que le travail de la justice. Avant que ça n'arrive, nous devons nous interroger sincèrement, tous, à la place qui est la nôtre, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il n'y ait pas ces passages à l'acte. Et cette question est fondamentale pour l'évolution de la justice. Si on attend que le drame arrive et ensuite qu'on espère de la justice une décision qu'on va juger acceptable, conforme aux souhaits de tous, ça peut ne pas arriver, ça arrivera peut-être, mais ça ne changera pas l'état de fait parce que le drame est déjà là. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, dans le rapport de la justice avec la société, c'est de caler entre ce qui se passe en amont, ce travail collectif des familles, des collectivités, des associations, tout ce travail qui doit être intensifié, qui doit être massif, parce que si on attend seulement qu'on remplisse Magicavo, on ne sera jamais satisfait quand on a perdu quelqu'un, que quelqu'un dorme à Magicavo, même pour l'éternité. Ça ne changera rien à cet état de fait. Donc, voilà l'enjeu aujourd'hui. Alors, juste, du coup, se pose la question de savoir, est-ce que la société mahoraise n'attend pas trop de choses de la justice? Il y a des malentendus entre ce que la justice doit faire et ce qu'on attend d'elle. Mais c'est aussi le rôle de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, d'expliquer comment les choses se passent. C'est aussi le rôle des médias de faire son travail d'explication. La justice arrive en bout de chaîne, quand le mal est déjà fait. En sortant d'ici, je ne veux pas aller attraper quelqu'un, un jeune homme dans la rue, en disant « Toi, demain, tu risques de commettre un crime, je veux faire quelque chose pour toi. » Je n'en ai pas les moyens légaux ni matériels. Malheureusement, il faudra attendre qu'il passe à l'acte. Et c'est à ce moment-là que ça devient une affaire judiciaire. Mais c'est trop tard. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, quoi que la justice rende comme décision, ça ne rendra pas l'agression subie, le traumatisme subi par une famille qui a été cambriolée peut-être la nuit dernière. Aucune décision de justice ne sera de nature à réparer profondément ce qui a été dégradé. Donc nous devons travailler sur les deux plans. Bien sûr, il faut une répression. Elle l'est. Je vais vous donner le seul chiffre que je peux vous livrer aujourd'hui. La prison de Magicavo est pleine. Il y a 278 places officielles. Nous avons 343 détenus aujourd'hui. Donc, il y a un taux d'occupation d'environ 123-124%. Donc, on peut toujours construire d'autres Magicavo. Si on veut, 3, 4, 5, 6, peu importe. Il faut déjà en avoir les moyens. Parce qu'il ne suffit pas de construire des bâtiments, il faut les entretenir, il faut du personnel. Mais je crois qu'il faut que la société prenne conscience que la répression à elle toute seule ne suffira pas à garantir la sécurité de tous. Il faut un travail en amont qui est éducatif, qui est social, qui est accompagnement, qui est de prise en charge de cette population, on sait, on la connaît, elle est identifiée, de cette population qui à un moment ou à un autre passe à l'acte. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse, du département, du coup de la mise en place de ce droit commun, puisque deux droits se côtoyaient il y a encore quelques années à Mayotte. Est-ce que l'insularité de l'île influence également cette société dans sa façon de faire et du coup, est-ce qu'il y a des cas, des situations pour lesquelles vous êtes peut-être plus confrontés ici et que vous ne verrez peut-être pas à Brest? Alors oui, chaque territoire a des spécificités qui sont liées à son histoire, à sa position géographique. Les difficultés que l'on connaît ici en matière d'immigration n'ont pas de comparaison avec d'autres territoires. Alors il y en a d'autres, la Guyane aussi connaît un problème d'immigration, mais un territoire beaucoup plus grand et c'est différent. Donc il y a effectivement des spécificités. Le fait que le territoire soit petit, en tout cas pas très grand, ça ajoute à la perception réelle des difficultés que rencontrent les choses. Donc oui, l'insularité et surtout les spécificités propres à ce territoire, sa situation géographique,
les rapports historiques avec les pays voisins, la jeunesse de sa population, etc. Ce sont là des caractéristiques qui ont une incidence, parce que la population dont on a affaire, c'est celle qui est ici. Hein, elle ne vient pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, elle est ici, d'où qu'elle vienne. Mais en tout cas, c'est la population qui est sur le territoire. Alors, il y a Maxime qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Est-ce que cela n'est pas faux parfois à Mayotte qu'on puisse accepter que des gens de bonne foi ignorent la loi à Mayotte? Mais pas seulement à Mayotte, cher monsieur, même ailleurs, partout en France et j'allais dire partout dans le monde, la maxime est là, la réalité de la connaissance de la loi. D'abord, il faut le dire aussi sincèrement, la loi, elle est parfois compliquée, elle est parfois construite de telle façon qu'on ne l'appréhende pas facilement. La loi, vous le savez, c'est souvent un compromis politique. Quand elle est votée, la loi, vous savez comment ça se passe. On a un texte de départ, on en débat et on sort un compromis. Et donc, nécessairement, ce compromis, qui est une construction des parlementaires, peut ne pas être totalement en phase avec ce que les gens pensent de la réalité des situations. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un commet un acte, on le lui rappelle. Mais la réalité des lois est parfois complexe. Il suffit de trouver... Vous prenez un code d'il y a 10 ans qui était comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'inflation législative. Donc, la population ne peut pas toujours suivre. Mais il faut un effort de pédagogie. Je parlais des corps intermédiaires, de l'éducation qui permet, malgré tout, d'appréhender les grands principes. Je me permets une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure des collectivités et des hommes politiques de manière générale. Ici, à Mayotte, bien évidemment, on vous regarde. On m'a posé la question. Quand on a dit qu'on allait vous recevoir, tout le monde dit, posez-lui la question sur comment vous faites pour vous emparer de dossiers que vous entendez dans la presse, etc. Quelle est votre démarche? Alors, je vais vous expliquer, ça va vous étonner. En fait, le matin, quand je me lève, je ne me dis pas, il faut que je m'attaque à monsieur ou madame Intel. Absolument pas. Eh bien, vous serez surpris d'apprendre que la plupart du temps, ce sont des gens qui sont autour des personnes qui me signalent des faits. S'agissant des élus, voilà. Beaucoup de signalements viennent d'autres élus, pour des raisons qui leur regardent. Mais beaucoup de signalements viennent de l'intérieur des institutions, c'est la première source. La deuxième source, ce sont les rapports de la Chambre régionale des comptes. Nous avons une communication, une obligation de communication réciproque. Donc, on nous avise des choses qu'ils ont constatées sur le terrain. Et puis, il y a les particuliers aussi qui écrivent, qui permettent de nous saisir. Donc, dès que je suis saisi, d'où que vienne l'information, je suis tenu de vérifier les choses. Et c'est ce que nous faisons. Mais rassurez-vous, c'est pas le procureur tout seul en disant cet homme ou cette femme, il faut que j'aille chercher dans sa vie, qu'est-ce qui se passe dans sa vie professionnelle. Et si j'en avais le droit, je pourrais vous dire, tel dossier, c'est telle personne qui a fait le signalement. Alors, pour des motivations qui me dépassent, que je ne connais pas toujours. Et voilà comment ça se passe. Merci beaucoup, Camille Niansoni, d'avoir été l'invité de Zakweli.